Bonjour à toutes et à tous, ravie, enchantée de vous retrouver ce soir pour la dernière, session des 24 heures RH. Je m'appelle Mathilde Lecause, je suis DRH chez Mazars et présidente du Lab RH et j'ai la joie de pouvoir intervenir sur le sujet de la tech RH au service du talent management/développement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va juste attendre quelques instants, peut-être pour attendre les personnes pour permettre à chacun et chacune de se connecter et on pourra commencer ce webinaire ensemble. N'hésitez pas si vous voulez mettre en attendant un petit mot dans le chat. Vous avez peut-être déjà assisté certainement à d'autres webinaires dans la journée. Donc, on a à disposition un chat et aussi la boîte à questions. Voilà. Mais je me dis que si on n'est pas très nombreux, ce qui n'est pas grave du tout, ça nous sera beaucoup plus de place pour les interactions, les questions. L'idée, c'est vraiment aussi un échange. Donc, n'hésitez pas. Bonjour en tout cas et ravie à toutes et à tous. Bon, on va y aller. Hein. On a attendu 2 minutes. Bon, pour ceux, parce que je pense qu'il y en a qui sont encore en train de nous rejoindre, je vais commencer parce que c'est aussi la fin de la journée. L'idée, c'est pas de pouvoir faire en sorte que chacun puisse profiter de sa soirée. Donc, encore une fois, je me présente. Je m'appelle Mathilde Lecaux, je suis DRH de Mazars en France, qui est un cabinet d'audit et de conseil, avec 4000 collaborateurs, dont la particularité est que c'est une moyenne d'âge très jeune, puisque c'est 29 ans la moyenne d'âge, sur 4000 collaborateurs en France. Et j'ai aussi l'honneur d'être la présidente du Lab RH, un écosystème d'acteurs, start-up, corporate, philosophes, chercheurs, enseignants, experts RH, pour travailler sur l'innovation RH et on va dire accompagner la transformation de la fonction RH. Donc, c'est un écosystème avec un conseil d'administration et ce conseil d'administration, donc, élit un président ou une présidente tous les ans. Donc, c'est la deuxième année dont j'ai la chance de prendre la présidence. Et à ce titre, j'avais grand plaisir de partager avec vous peut-être les enjeux et les apports de la tech RH sur le sujet du talent management développement. Il est vrai que le Lab RH, ça n'est pas que les sujets de tech RH, mais c'est quand même très prépondérant puisqu'on a presque 300 startups aujourd'hui qui sont adhérentes du Lab RH. Alors, ce n'est pas l'exhaustivité des startups et de la tech RH, mais c'est déjà quand même on va dire une partie assez conséquente sur différentes verticales et notamment sur les aspects de talent développement / management. On a beaucoup aujourd'hui de solutions, mais surtout qui vont venir aussi répondre à de nouvelles attentes, des nouveaux usages. L'idée, c'est que nous prenions 45 minutes pour débattre ensemble de ce sujet. Donc, si ça vous va, je vous invite plutôt à utiliser la boîte à questions. Soit vous les posez au fur et à mesure, zéro problème, ce sera un plaisir, j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Soit on se garde, on se gardera quand même quelques minutes à la fin, pour répondre aussi aux dernières questions. Mais comme on est encore une fois pas très nombreux, profitons-en pour que ce soit il y ait beaucoup d'interactions. Alors, déjà, en introduction ou peut-être en première partie de ce webinaire, je vous avoue que je me suis aussi posé la question de talent management / talent développement. En fait, c'est des termes qu'on entend beaucoup, mais je vous avouerai, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on parle tous de la même chose? Qu'est-ce que je mets derrière? Alors, on voit assez facilement, bien sûr, le développement des talents, donc le développement des équipes, mais je me suis dit aussi que dans le talent, si on pensait talent développement au sens aussi de talent management, c'est-à-dire est-ce que la tech aussi ne peut pas nous aider à mieux manager nos talents, mieux les engager. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, j'ai vu plutôt plusieurs thématiques. Donc, effectivement, le développement,
Le management et la QVT, c'est-à-dire que développer des talents, c'est aussi peut-être mettre en place un environnement propice pour leur développement. Donc, on va venir aussi travailler peut-être sur la qualité de vie au travail, voilà, la manière de manager nos talents en entreprise, et puis aussi l'engagement. Parce qu'en fait, pour se développer, ça nécessite d'être engagé en général. Ça va de pair. Donc, je me suis dit, voilà, donc l'idée, c'est de voir un peu comment la technologie, les solutions peuvent répondre à tous ces différents enjeux aujourd'hui qui sont extrêmement importants. Il est vrai que là, je voudrais peut-être faire un laïus, c'est que au-delà du, bien sûr, quand on est RH, on se dit, voilà, notre mission, c'est de recruter et d'accompagner les collaborateurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense qu'il n'a jamais été aussi important, cette notion vue par les collaborateurs. Alors, ça l'était déjà le cas avant la crise du Covid. C'est vrai que depuis le Covid, ces aspects d'engagement, de QVT, par exemple, un sujet qui m'est très cher, c'est la santé mentale des collaborateurs. Par exemple, ce que génère aujourd'hui le stress numérique chez nos talents, ça, c'est des sujets qui sont beaucoup plus prépondérants depuis le Covid. Une attente aussi sur la transformation managériale. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a de plus en plus d'attentes de nos collaborateurs sur des parcours très singuliers, personnalisés, où on va vraiment, on va dire, respecter ce qui fait l'individu, ce qui fait que chacun, on est des individus. Ça questionne énormément la fonction RH parce que quand on doit gérer des centaines, des milliers de collaborateurs, on sait, on n'a pas une RH par collaborateur et donc parfois on a beaucoup, beaucoup de gens à accompagner et du coup, comment connaître toutes les envies, tous les besoins, comment faire du sur-mesure. Je vais être très transparente. Si je prends l'exemple déjà de mon organisation, alors c'est pas, attention, tout n'est pas parfait chez Mazars, mais ça me permet aussi de nourrir peut-être certaines illustrations qui me parlent de plus. Mais si je prends par exemple le bureau aujourd'hui à la Défense de Mazars, on a plus de 2000 collaborateurs. Il faut avoir en tête que l'équipe développement de talent, engagement, QVT, voilà, c'est une dizaine de personnes. Donc, 10 personnes, comment anticiper, accompagner de manière sur mesure, individuelle, 2000 talents. Je suis convaincue que la technologie aujourd'hui peut bien évidemment nous aider. Comme je vous disais, voilà, les enjeux aujourd'hui en tant qu'RH sont multiples. On doit personnaliser les parcours. Comment répondre à des demandes de plus en plus individuelles et singulières. Je pense qu'aujourd'hui, chaque individu a envie justement d'avoir un parcours singulier. Moi, à titre très personnel, ça fait quelques années, je voulais le partager avec vous. C'est assez intéressant. Je me suis intéressée à ce qu'on appelle l'OBSE. Donc, c'est des principes d'engagement par le développement de l'estime de soi. C'est-à-dire, en fait, un principe une théorie qui dit qu'une entreprise qui développe l'estime de soi de ses collaborateurs, et forcément, c'est une entreprise qui crée de l'engagement. Parce qu'en fait, tout individu se sent bien dans un environnement qui lui permet d'être fier de ce qu'il fait et donc de développer sa propre confiance en soi. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'échanges et d'interviews, on va dire, individuelles avec des collaborateurs, des talents notamment, pour savoir si le fait qu'ils étaient engagés venait justement du fait que l'organisation développait leur estime de soi. C'était il y a déjà, je dirais, c'était bien 6-7 ans. Et ce qui m'avait frappé, notamment, vous savez, par rapport à ces sujets, on a tous des programmes HIPO, au potentiel, les programmes talents, c'est qu'en fait, c'était la première fois que les collaborateurs commençaient à me verbaliser le fait que, en fait, même ces programmes talents dérangeaient un petit peu parce qu'en fait, quelque part, on a l'impression, alors vous allez me dire, les talents sont peut-être des happy few déjà par rapport à l'entreprise, mais il y avait une façon peut-être assez homogène de les accompagner. On a un programme HIPO, on a un programme talent. Tout le monde est dedans, voilà ce que vous allez suivre. Et en fait, j'ai certains collaborateurs qui me disaient, mais en fait, du coup, on ne me reconnaît pas comme individu. C'est-à-dire que, bon, j'ai la chance d'être dans ce programme, mais quelque part, on est tous accompagnés de la même manière. Or, moi, j'ai peut-être des aspirations, des attentes. J'aimerais en fait être considérée pour ce qui fait que je suis moi, unique, et donc la singularité des individus. C'est là que j'ai commencé à me dire que, en fait, ces programmes peut-être assez homogènes, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des programmes d'accompagnement pour les hauts potentiels ou les talents, mais est-ce qu'il faut que ce soit de manière uniforme? Là se pose la question,
parce que je pense qu'aujourd'hui est attendu très clairement des collaborateurs une reconnaissance en tant qu'individu. Moi, Mathilde, j'ai peut-être pas les mêmes leviers, j'ai envie d'être reconnue pour la personne que je suis et je suis assez unique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les organisations, qui viennent aussi du fait que je pense, dans la société, dans la consommation, en tant que consommateur, mais aussi dans la sphère familiale, dans la manière dont on éduque depuis plusieurs années les enfants. On travaille beaucoup plus sur la singularité que nous avons chacun et comment on cultive cette singularité. Ainsi, on arrive en collaborateur en entreprise, on a envie d'être vu comme quelqu'un, bien évidemment, de singulier. Donc, traité de manière très individuelle. L'autre enjeu aujourd'hui RH, c'est vraiment d'être dans l'anticipation. Aujourd'hui, on parle d'engagement, par exemple, ou de développement, on constate souvent que lorsque le collaborateur est arrivé au moment de verbaliser une attente, une frustration, un désir de, peut-être que c'est déjà trop tard. Ça se voit vraiment notamment quand les gens parlent de départ. En fait, je me rends compte que pour créer de l'engagement, aujourd'hui, il faut être capable d'anticiper avant même les collaborateurs qu'on accompagne leurs propres besoins, leurs propres désirs. Parce que le jour où ils vont se dire je m'ennuie, en fait, ça y est, c'est déjà trop tard. Ils se sont ennuyés, ils se sont permis de penser à vouloir faire autre chose, à quitter l'entreprise, etc. Donc aujourd'hui, je pense que l'enjeu est vraiment d'anticiper plutôt que de réagir à une demande, de dire ah, tu n'y as pas encore pensé, mais je pense que ce job est fait pour toi, je pense que cette formation est pour toi, je te vois très bien dans ce poste, parce qu'en fait, ça développe encore plus la fierté et le plaisir en disant, mais en fait, c'est pas le jour où j'ai demandé qu'on me donne quelque chose, on me l'a offert avant, c'est-à-dire qu'on croit en moi. Vous savez, c'est comme le sujet de, ah bah c'est le jour où on démissionne, qu'en fait, on est tous, l'organisation, on est à répondre, ah mais attends, j'avais des super projets, je vais donner ceci, c'est là. Mais si on croyait en moi, pourquoi on ne me l'a pas proposé avant? Et donc, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu de comment on anticipe, quelque part, on devine les envies avant même que les collaborateurs les verbalisent et parfois on ait conscience. Vous allez me dire, c'est très difficile, mais on va voir comment la technologie peut nous aider. Nos enjeux RH aussi, c'est de développer une approche beaucoup plus data-centrique. Et c'est là où on va voir que les outils sont extrêmement importants, la technologie, parce que derrière les services proposés aux collaborateurs, on a souvent aussi beaucoup de data qui va être agrégée. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la fonction RH, avoir de la data pour pouvoir mieux justement piloter des programmes, être plus en mesure de mesurer, par exemple, des approches héroïstes, d'avoir des KPIs, encore faut-il avoir des données. Et lorsqu'on s'appuie que sur de l'humain qui, attention, hein, ne nous trompons pas, je suis convaincue que l'approche humaine, le one-to-one, reste quand même l'approche la plus valorisante qu'il faut bien sûr maintenir, mais je suis convaincue que les outils, et notamment la tech RH, est vraiment un levier pour nous pour être meilleurs dans cet accompagnement en tant qu'être humain. Parce qu'il va nous permettre d'avoir de la donnée, d'agréger, d'anticiper et parfois de voir des choses qu'on ne voit pas pour être justement meilleur dans notre positionnement, dans notre position d'accompagnateur. Et puis, finalement, c'est aussi comment rendre le collaborateur, parce qu'on parle beaucoup du rôle RH, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un est content de son développement, quelqu'un est content de son parcours quand il en a été aussi acteur, c'est-à-dire qu'il a été, embarqué dans la co-construction de ce parcours-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment, dans ces parcours et via ces outils, on remet aussi le collaborateur au centre de la démarche, acteur de ses choix, de ses volontés et de la construction de son parcours. Je voulais commencer par ça pour voir comment justement la technologie peut ensuite nous aider à y répondre. Encore une fois, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez surtout pas. Alors, je n'ai pas toutes les solutions, il y en a 300, je vais vous en citer quelques-unes, certaines je connais très bien, mais aujourd'hui, il y a donc pléthore de solutions technologiques, beaucoup au Lab RH, d'autres qui ne sont pas toujours adhérents, mais on en a encore une fois beaucoup, puisqu'on représente un gros échantillon de ce qu'on appelle la sphère Tech RH. Aujourd'hui, globalement, des solutions qui me semblent extrêmement pertinentes, je pense premièrement à toutes les solutions qui vont permettre de fluidifier les mobilités, notamment transversales. On a longtemps, et pendant très longtemps, les collaborateurs aspiraient, c'est vrai, en arrivant dans une organisation, à une vision de tout ce qu'ils allaient pouvoir, à leur trajectoire, on va dire, verticale. Les grades, les positions de management qu'ils allaient pouvoir avoir, etc. Aujourd'hui, on le voit très clairement, les collaborateurs et les nouvelles générations, notamment impulsées par la nouvelle génération, mais pas que,
ont envie de se développer. Et se développer, c'est-à-dire d'acquérir de nouvelles compétences. C'est assez normal, hein, c'est comme depuis des années, on n'arrête pas de nous dire que dans 2030, la plupart des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus et que les métiers qui existeront demain, ne sont toujours pas connus. Donc c'est vrai que c'est assez anxiogène aujourd'hui pour un collaborateur de dire mais en fait, quelles compétences je dois développer? À quel métier je dois me développer? Et je pense qu'aujourd'hui, il est assez naturel et sain de se dire je vais maximiser mes opportunités possibles pour l'avenir et donc développer le maximum de compétences pour pouvoir demain être très agile par rapport à mes évolutions et aux postes que je pourrais trouver. Et en ça, je pense la mobilité transversale, c'est-à-dire en fait le fait de changer de métier dans sa même organisation, est aujourd'hui un fabuleux levier d'attractivité et de rétention. C'est pour ça que, par exemple, marchent aussi bien les graduate programmes. On va pouvoir changer de métier, de secteur. C'est comme ça que L'Oréal, je sais, attire encore beaucoup d'étudiants d'HEC, bien que ce soit une très grande organisation, en proposant par exemple, des parcours où ils vont pouvoir changer de métier très régulièrement. Moi, je sais qu'aujourd'hui, vraiment pour créer de la rétention, c'est davantage la mobilité, on va dire, métier ou géographique qui est un facteur de rétention plus que, on va dire, de la visibilité sur leur trajectoire verticale. Ils en ont tous beaucoup, mais pour autant, ils n'ont pas tous envie de faire le même métier toute leur vie. Et en ça, les solutions, vous allez me dire en quoi elles peuvent nous aider à fluidifier? Déjà, pour mettre en visibilité les opportunités. Tous les collaborateurs ne pensent pas aller sur le site carrière de l'entreprise pour voir les postes ouverts. Et aujourd'hui, il existe plein de solutions pour pousser en interne, par exemple, alors soit raccrocher à des intranets, soit des applications mobiles. C'est un peu comme les mêmes solutions aussi qui promeuvent la cooptation. C'est de faire de chaque collaborateur un ambassadeur et un coopteur pour un poste donné. Je peux, par exemple, découvrir les postes ouverts et moi me dire, tiens, je pense à 2 personnes de l'entreprise qui seraient parfaites pour le job recherché. Donc déjà, c'est pour mettre en visibilité, parce qu'en fait, souvent, quand on ne connaît pas, on ne se projette pas dans d'autres jobs. Et donc, ces outils vont nous permettre de diffuser auprès d'un plus grand nombre toutes les opportunités internes. Mais aussi, il y a des solutions qui permettent de matcher les profils de compétences avec les postes. Aujourd'hui, le problème, c'est que déjà, il faut pouvoir donc j'enchaîne avec les 2 autres solutions, mais parfois qui sont communes. C'est comment on identifie les compétences des collaborateurs. Quand on a des centaines et des milliers de collaborateurs, aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre d'entre vous est confronté à ça. L'enjeu, c'est de pouvoir cartographier les compétences. Mais quelles compétences j'ai à un instant T dans l'organisation? Est-ce que j'ai suffisamment des compétences dont j'ai besoin à date? Et demain, de quelles compétences j'aurai besoin? Et est-ce que j'ai cette compétence dans mon organisation? Ça nous permet ensuite d'adapter les plans de recrutement par compétences, mais aussi de mettre en place les programmes d'upskilling, c'est-à-dire comment on accompagne en reconversion ou en montée en compétences nos collaborateurs qui sont au sein de l'organisation. Et aujourd'hui, quand on a des centaines et des milliers de collaborateurs, j'avoue que les outils sont vraiment très puissants pour nous permettre de cartographier un instant T et d'agréger énormément de données. Là, on voit très facilement l'attrait de la technologie parce que du coup, on va pouvoir avoir des back-office en tant que RH très dynamiques qui vont permettre de voir, tiens, dans telle équipe, j'ai telle compétence qui est recherchée dans telle autre équipe. Je vais pouvoir proposer de la mobilité. Je vais pouvoir spontanément proposer des parcours de formation à mes collaborateurs. Et c'est là où on va voir que certaines solutions permettent d'aller plus loin et de rendre le collaborateur acteur. C'est ce qu'on appelle le matching de compétences, c'est-à-dire, je sais que par exemple, je cite souvent Natixis qui a mis ça en place dans son organisation avec solutions technologiques, c'est-à-dire en fait comment chaque collaborateur va pouvoir se déclarer un certain nombre de compétences dans son organisation. Et ensuite, via cet outil, on va venir matcher son profil de collaborateur avec des compétences clés requises pour d'autres postes en interne. Et ainsi, le collaborateur, on va pouvoir lui proposer, on va l'aider et on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Le collaborateur n'est pas tout seul, on va dire, à galérer, à trouver un poste en disant est-ce que ce poste est fait pour moi? Est-ce que j'ai les bonnes compétences? Non, là, les technologies vont pouvoir nous permettre de lui proposer spontanément puisque tu as ces compétences-là, voici les jobs qui sont faits pour toi et dans lesquels on te voit bien évoluer. En fait, ça permet d'être beaucoup plus efficace
beaucoup plus efficient en tant que service RH apporté à nos collaborateurs. Et j'allais dire même plus loin, c'est que la satisfaction client est beaucoup plus renforcée parce qu'encore une fois, c'est pas le collaborateur qui a manifesté un inconfort et du coup, il y apporte une solution, c'est déjà bien. Voilà, déjà, si on arrivait à faire ça tout le temps, c'est déjà bien. Mais le fait d'anticiper, c'est dire, tu sais quoi, on a pensé à toi pour un job. Et en fait, le fait de le faire en anticipation valorise encore plus le collaborateur, parce qu'il dit, mais si on vient me chercher, pas parce que j'ai râlé ou j'ai manifesté un inconfort, si on vient me chercher, c'est parce que je suis reconnue par mes compétences. Et ça valorise, ça développe l'estime de soi, ça valorise le collaborateur et ça renforce le sentiment de fierté. Donc là, on va voir que parfois aussi, les outils vont nous permettre d'apporter beaucoup plus de valeur ajoutée dans notre démarche qu'on aurait pu faire manuellement. Bien sûr, plein de solutions de formation. Aujourd'hui, on veut du digital, forcément. Et notamment dans la consommation, on va dire, de formats courts de formation. Les écoles et les universités se sont beaucoup digitalisées. Les collaborateurs aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent de contenu rapide, ergonomique, facilement accessible, qu'ils peuvent aussi consulter hors connexion, le fameux sujet de j'ai plus le Wi-Fi dans le métro, j'ai plus de bande passante, mais je peux continuer à faire mon module de e-learning. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes LMS, où il y a plein de solutions tech et RH de start-up, qui proposent aujourd'hui des nouveaux formats pour proposer du contenu digital rapide, facile et encore une fois, sur mesure. Pourquoi? Parce qu'on a été tous biberonnés, ça c'est aussi la révolution numérique et ce que le e-commerce a apporté, mais on est tous profilés en fait, en fonction de chacun, et on le voit par exemple déjà sur LinkedIn, par exemple, en fonction de son métier, en fonction de ses centres d'intérêt, on va venir pousser du contenu qui nous parle, qui est pertinent à nos yeux. Et aujourd'hui, en formation, c'est pareil. Moi, je suis RH, j'ai peut-être pas envie chez Mazars qu'on pousse une formation en contenu IFRS 17 ou machin bidule sur optimiser vos goodwill en cas de rachat. Voilà, moi, je veux des formations qui me parlent en fonction de mon profil. Et c'est là où on va voir que la technologie est très puissante parce qu'encore une fois, ça nous permet de devancer via de la data, via le fait que le collaborateur ait pu aussi taguer des centres d'intérêt. Ça peut nous aider et automatiser un certain nombre de choses. Il y a aussi beaucoup de solutions en formation et qu'on en a. Je pense par exemple, moi j'en connais une, mais il y en a plein d'autres comme Team Bakery, mais qui va pouvoir permettre à la fois de donner du contenu sous format digital, mais aussi de réunir des communautés entre pairs. Et aujourd'hui, on le sait. Merci les réseaux sociaux. Alors, je sais qu'il peut y avoir des dérives, c'est plus ou moins criant parfois. Néanmoins, la technologie permet aussi de rassembler des personnes d'horizons différents, d'entreprises différentes pour échange entre pairs. Et donc, on a plein de solutions qui fait que le numérique et donc la technologie permet d'accéder aussi à des sachants, à des experts, à des communautés peut-être auxquelles on ne pourrait pas avoir accès en temps normal. J'ai fait aussi un laïus sur les outils de sondage et enquête parce que je trouve que dans tout ce qui... on a parlé de développement, le collaborateur, mais dans tout ce qui va concerner le développement et le management, il y a un vrai enjeu pour moi de mesure de la satisfaction, de sonder les besoins, les envies, les usages. Et donc, en fait, un des premiers outils sur lesquels moi je me suis outillée, et il y en a beaucoup au sein de la sphère du Lab RH, bien évidemment, et vous connaissez tous des solutions, les Pulse Survey, les enquêtes de satisfaction, de bien-être, mais aussi enquêtes d'opinion, permettent aujourd'hui d'anticiper, de questionner continuellement les collaborateurs sur, bien sûr, comment vous sentez, sentiment d'appartenance. Encore une fois, ça nous permet d'avoir à un instant T. Moi, je suis dans une organisation très décentralisée, 40 sites, 40 000 collaborateurs. Les gens sont éparpillés sur le territoire français. Comment m'assurer que tout le monde va bien ou comment m'assurer qu'il n'y a pas un endroit où ça va mal? Et là, aujourd'hui, la technologie est indispensable. Il y a encore quelques années, sans être outillé, il m'était incapable de pouvoir mesurer le pouls partout et aussi de pouvoir converser avec les quelques mille collaborateurs chez Mazars. Et aujourd'hui, la technologie, elle nous permet ça, via ces enquêtes aussi, c'est de co-construire un certain nombre de programmes, notamment en termes de talent management, sur la manière dont sont vécus et ressentis nos programmes. J'organise un séminaire de onboarding. Est-ce que j'ai questionné en amont les attentes?
Donc là, j'ai un exemple, voilà, j'ai organisé avec les équipes, on a organisé un séminaire pour des dirigeants de développement. Bah, quelles sont vos attentes? Quels sont vos besoins aujourd'hui? De quoi vous avez, voilà, sur quoi vous avez envie de travailler? Ensuite, qu'en avez-vous pensé? Et puis aussi des outils qui vont pouvoir mesurer dans la pratique les changements de pratique auprès de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, ces outils permettent d'agréger et d'avoir ces retours pour encore une fois être beaucoup plus pertinents. Je pense aussi, parce que moi j'aimais bien, voilà, on parlait de talent de développement, mais talent management pour moi c'est aussi comment mettre en place un environnement de travail bénéfique. Et il y a plein de startups aujourd'hui qui nous aident à travailler sur les risques, la prévention des risques psychosociaux ou la QVT. Je vais vous donner un exemple d'outil mais pourquoi la tech RH voilà, on ne pourrait pas le faire sans solution technologique. Je vous donne un exemple, c'est que moi je travaille avec Mailloop pour travailler sur le stress numérique. Alors, je travaille dans une organisation qui vend de la prestation intellectuelle, donc forcément le stress numérique c'est on va dire un risque vraiment avéré dans notre organisation du fait de l'afflux d'emails par exemple, de sursollicitation via les outils numériques. Voilà. Trop d'emails, trop de WhatsApp, trop de la réunionnite aiguë, on en a partout. Et donc, ça génère ce qu'on appelle le stress numérique. Donc, moi, c'est vraiment un des risques forts que je dois prévenir auprès de ma population. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec Mailloop, qui est une solution technologique qui est pluguée, par exemple, sur notre Outlook et qui va venir sensibiliser aux pratiques sur les usages des emails. Donc, ça se passe comment? C'est qu'en fait, c'est un petit bandeau qui va se plugger sur Outlook. C'est une sorte de feedback 360. Donc, en gros, sur mon Outlook, si je suis dans l'expérimentation, je vais avoir 10 cartouches. 5 cartouches, c'est des feedbacks positifs. 5 cartouches, c'est des feedbacks négatifs. Par exemple, on a la cartouche, donc c'est le bouton merci, tu me tapes la fiche. Ça, c'est quand vous connaissez bien, vous recevez un mail où il y a le N+1, le N+2, le N+3, le N+4, le N+5. C'est très agaçant parce qu'en mettant la Terre en entière en copie, quelque part, on met une pression implicite sur le destinataire du mail. Tu as intérêt à répondre, hein, j'ai mis tout le monde en copie. Bon, voilà, donc ça, c'est une dérive des usages numériques. Où il y a par exemple, voilà, tu m'as mis en copie, mais ce mail, je n'en ai rien à faire. Sauf qu'en fait, du coup, je reçois des centaines de mails par jour, en fait, où je ne comprends même pas pourquoi je suis destinataire. Donc là, on a par exemple le bouton j'ai pas compris ta demande. Enfin, ça ne sert à rien de m'envoyer le mail. Et puis, il y a par exemple, bien sûr, les emails qu'on envoie à 22h pour une réponse à 7h du matin, ou les emails qu'on envoie le soir parce qu'on dit qu'on est tranquille pour traiter ces emails, mais on ne pense pas à ses destinataires, etc., etc. Vous avez compris le principe. Et donc, cette expérimentation, donc, c'est une solution technologique qui est pluguée. Et donc, en fait, quand on est dans l'expérimentation, quand on reçoit un mail, on tague le mail, positif ou négatif. Et c'est anonyme. Hein. Et à la fin du mois, les expéditeurs reçoivent un rapport condensé de tous les feedbacks qu'ils ont reçus de leurs emails. C'est comme ça qu'un expéditeur va pouvoir se rendre compte que, tu vois, 50% de tes emails ne sont pas ouverts. Ils n'intéressent personne. Alors, on voit moins d'emails, tu gagneras du temps. Tu mets en moyenne 20 personnes en copie. C'est beaucoup trop dans les pratiques de la boîte et en plus, ça pollue les boîtes mail de tout le monde. En moyenne, tu envoies 80% de tes emails passés 20 heures. Donc, ça, c'est pas possible. Et en fait, ça permet de faire de la sensibilisation sur nos pratiques numériques. Bon, puis après, il y a tout un programme, etc. Ça, c'est un exemple de ce sujet-là ne pourrait pas être adressé sans technologie. Donc là, vraiment, il y a plein de solutions comme ça qui vont nous permettre de venir travailler sur la QVT, la prévention des risques psychosociaux, qui sont souvent, c'est vrai, des aspects humains ou plus matériels. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une solution qui va venir résoudre un problème toujours de qualité de vie au travail ou de prévention des risques psychosociaux. Mais ça va nous permettre souvent de prévenir, d'identifier quand même certains risques et surtout de faire de la pédagogie. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de solutions, outils, donc les outils de mesure, les outils de bien-être. Mine de rien, on a par exemple beaucoup de solutions tech qui offrent des programmes de coach ou d'assistance psychologique
digital, mais pour que les collaborateurs aient un accompagnement 24 heures sur 24. Il y a des solutions qui vont proposer de l'activité sportive en ligne ou totalement virtuelle, mais pour aider les collaborateurs. Voilà, donc aujourd'hui, il y a pléthore de solutions qui vont nous permettre aussi d'améliorer le bien-être de nos collaborateurs, surtout dans un monde beaucoup plus hybride où on doit adresser à la fois des collaborateurs sur site, mais aussi des collaborateurs à domicile. Et puis, je pense aussi à tous les outils qui vont permettre à la fois la mesure de la performance, les feedbacks de 360, où est un endroit où si je vais retrouver tout mon espace de carrière. Je pense par exemple à NeoBrain qui fait à la fois, va pouvoir faire conjuguer à la fois des solutions de feedback, de parcours de développement, d'évaluation annuelle, c'est-à-dire un espace où le collaborateur va pouvoir recevoir tout ce qui le concerne sur son développement et sa gestion de carrière. Et il y en a bien d'autres. Voilà, je pense à une solution comme 365 talents qui permet aussi d'identifier, cartographier les compétences et accompagner les collaborateurs du fait dans leur développement. Et ça, c'est plutôt aujourd'hui des solutions qui sont très connues sur le marché. Il y en a aussi des beaucoup plus petites. Encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment une solution qui apporte de la mesure. Tous les outils de feedback 360, pour moi, ça contribue bien évidemment au talent de développement. Il y en a plein de feedback permanent. Moi, à titre très personnel, j'ai la chance d'utiliser IJ chez Mazars, mais il y a plein d'autres solutions aussi adhérentes du LabRH. Il y a énormément de solutions. Et je pense que ça nous permet encore une fois de travailler sur des usages et comportements sur lesquels on ne pouvait pas travailler par le passé. Faire du feedback 360 de façon assez massive, donc pour beaucoup plus de consistance et d'objectivité, de façon anonyme, etc. C'est vrai que les solutions aujourd'hui nous aident beaucoup pour pouvoir monitorer, ensuite agréger la donnée, etc. Voilà, pour pouvoir aussi évaluer la performance des collaborateurs. Je pense qu'il y a plein de solutions qui permettent de nous aider et de sortir parfois aussi de notre propre subjectivité. Encore une fois, moi je le disais, l'idée c'est pas que les machines et tous ces outils-là remplacent le rôle des HRBP, des personnes en charge du talent management, du talent development, etc. Ça va être des équipes qui vont apporter leur valeur ajoutée, mais ces outils-là vont nous permettre d'être meilleurs, de prendre plus de décisions et parfois aussi de venir nous challenger nous-mêmes dans notre propre subjectivité. Parce que comme tout individu, on est subjectif aussi par rapport à la manière dont on perçoit une performance, on perçoit un collaborateur et que la donnée, en tout cas, voilà, ces outils peuvent aussi nous permettre parfois d'avoir un regard différent sur les collaborateurs qu'on accompagne en apportant de la matière différente. Dans les temps et causages dans le cadre de votre émotion. Alors pardon, parce que je regardais en même temps les questions. Et Alexis, j'ai vu votre question et si ça vous va, pour le coup, ça, je me garderai un petit peu de temps à la fin pour répondre parce qu'elle est un petit peu plus généraliste par rapport à ce que j'ai déjà abordé pour le moment. Voilà. Donc, et comme je le disais, la Tech RH, voilà, c'est un outil, donc je vous l'ai déjà dit, au service des RH. Moi, je crois beaucoup et je suis convaincue, c'est pour ça que j'ai cœur aussi à passer autant de temps pour le Lab RH, mais qu'on sera meilleur lorsqu'on arrivera à fonctionner en écosystème, c'est-à-dire des professionnels RH avec ces solutions. Moi, j'adore rencontrer et je vous invite à discuter avec des start-upers, des gens qui ont développé des solutions en Tech RH parce que déjà, souvent, ils connaissent extrêmement bien leurs produits, vous allez me dire, bien sûr, mais le besoin qu'ils adressent. Comme tout entrepreneur, avant de lancer leur boîte et de sortir de solution, ils ont voulu craquer un problème. Et en fait, ce qui est intéressant dans les startups et la Tech RH, et je respecte tout à fait les gros éditeurs de solutions SIRH, mais voilà, à titre personnel, je ne suis pas une grande convaincue de l'outil qui saura tout faire. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas tout bien faire, en fait. Et aujourd'hui, dans l'enjeu, vous l'aurez compris, à travers la thématique que j'aborde aujourd'hui, l'enjeu, il est vraiment d'adresser nos clients internes, nos collaborateurs. Je pourrais parler de clients ou de prospects pour nos candidats. Moi, je crois beaucoup à la démarche marketing au sens, on a des clients et on doit apporter de la valeur. Si on veut redorer
le métier de RH, et on sait que le métier de RH est parfois un peu challengé, le RH bashing, ça existe, parce que souvent, la valeur, la valeur de nos services n'est pas toujours perçue par nos clients et notamment internes. Et donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est bien de redorer aussi l'image RH, mais pas la redorer pour la redorer, mais pour être bien perçu comme un acteur qui apporte de la valeur à ses clients dans ses besoins, dans voilà, ses usages au quotidien. Et je suis convaincue que la tech RH va nous aider à apporter beaucoup plus de valeur. Donc, je ne crois pas non à tout une solution tout intégrée. Moi, chez Mazar, aujourd'hui, je n'ai pas de SIRH et je travaille avec plus de 23 startups. C'est-à-dire que j'ai un peu sur l'ensemble de la chaîne RH, un peu cartographié là où il y avait des attentes très particulières des collaborateurs en me disant, par exemple, voilà, sur du développement de talent ou de l'interne, moi, j'ai envie d'avoir un dialogue social très simple, de proximité, et j'ai envie de connaître mes collaborateurs pour bien y répondre. Si je n'ai pas d'outils pour sonder leurs envies, leurs opinions et leur bien-être, ça va être difficile, moi, d'être en mesure de bien adresser mon métier. Donc, c'est toujours ce qui m'a un petit peu, je vais dire, animée, mais parce que dans le souci, en fait, tout simplement de me dire que mon job ne sert pas à rien, enfin, sert à quelque chose. Moi, on cherche tous du sens au quotidien. Et moi, je me dis, la fonction RH, elle a du sens si elle apporte du bien, du mieux aux gens qu'elle adresse. Donc, les outils et les startups, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne veulent pas tout faire. Elles adressent un problème. Et le problème, du coup, il a été bien creusé. Donc, discuter avec des fondateurs de startups qui travaillent sur le feedback permanent, je peux dire que ça permet aussi de maturer sa propre connaissance et ce qu'on attend du 360 et du feedback permanent. Quand j'ai choisi une solution de feedback 360, j'ai eu la chance de pouvoir faire pitcher plusieurs entre start-upers de solutions. Et en fait, on a discuté de c'est quoi un feedback, c'est quoi un bon feedback, c'est quoi la philosophie des feedbacks, qu'est-ce qu'on attend dans un feedback 360, pourquoi on va le mettre anonyme ou pas, c'est quoi la finalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière ces solutions, il y a quand même une véritable expertise sur un sujet en particulier. Et donc, ça nous enrichit aussi dans nos pratiques sur qu'est-ce qu'on veut adresser et quelle valeur ajoutée on veut apporter. Donc, c'est pour ça que j'en suis arrivée à créer cet écosystème, parce que je suis convaincue qu'on arrivera à bien repositionner la fonction RH au bon niveau, c'est-à-dire l'humain. Encore une fois, je ne crois pas que les solutions vont nous remplacer, mais il y a plein de tâches qu'on peut automatiser, robotiser, avoir de la donnée pour être encore meilleur, plus pertinent et nous aussi prendre plus de plaisir à œuvrer en tant que RH au quotidien. Donc voilà, comme je le disais, pourquoi la tech RH? Pour résumer, pour prendre des meilleures décisions. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Pour plus être uniquement dans l'intuition, parce que c'est souvent ce qui nous manque. On est intuitif souvent en tant qu'RH, on a cette empathie, on a cette capacité à sentir les choses, mais c'est pas comme ça qu'on convainc en entreprise. On arrivera à convaincre que par de la donnée, de la data, des démarches héroïstes. Et c'est vrai que les outils nous permettent d'agréger cette donnée et aussi de factualiser un certain nombre de choses que nous abordons souvent par intuition. Et ça aide aussi à convaincre, notamment en interne, du bien fondé de nos démarches. Vous l'avez compris, donc je vous l'ai dit, offrir une meilleure expérience client-collaborateur et finalement, pour anticiper les besoins des équipes, parce que ça maximisera, je dirais, la valeur ajoutée perçue par les clients le jour où on pourra anticiper et prévenir davantage, prévenir les risques et anticiper leurs envies. Voilà. Donc, j'ai terminé pour la présentation. J'espère que ça a répondu à vos questions. Il est déjà 38, donc il nous reste quelques minutes, puisque ça s'arrêtera à 45. Et donc, si ça vous va, je vais répondre aux questions. On a déjà 2 questions. Et n'hésitez pas s'il y en a d'autres. Donc, Alexis, vous me demandiez si vous qui avez été auditrice, comment Mazar vous accompagnez dans le développement des compétences RH dans le cadre de votre évolution. Alors, je vais dire pas vraiment, vous allez bien rire, mais non, alors, c'est marrant parce que du coup, on m'a proposé à l'époque de faire des RH. Jamais je pensais, moi j'étais auditrice, j'étais rentrée en audit. En fait, je faisais beaucoup de RH sans le savoir. En étant opérationnelle, j'adorais faire de la formation, de l'évaluation, du coaching. Enfin voilà, j'étais toujours dans les plans. Dès qu'il y avait appel à volontaire, j'étais dedans. Mais c'est vrai que c'est la DRH qui m'a dit, on crée un poste, on te voit dedans. Et c'est là où je veux dire, quand on anticipe, parce qu'en fait, ce jour-là me marquera toujours.
Parce que je me suis dit, mais ils me connaissent en fait. Ils sont venus me chercher moi pour un poste qu'ils ont créé. C'est qu'ils me connaissent, mais on était des milliers en fait. Je me suis dit, pourquoi moi? Et donc c'est là où j'ai vu que anticiper un besoin, et ils sont venus parce qu'ils me disent, on voit en toi telle ou telle compétence recherchée pour le poste. Et en fait, ça développe une fierté parce que le fait de se dire, je suis reconnu comme individu, donc singulièrement, c'est pas, ils n'avaient pas besoin de dire que j'étais meilleure sur ce sujet. Juste, je me suis dit, ils me connaissent. On est des centaines et des milliers en fait. Et donc c'est pour ça que je trouve ça très puissant le fait d'anticiper. Alors, ils me connaissaient parce qu'en fait, ils me voyaient souvent au quotidien. Donc, ils n'avaient pas d'outils. Mais en fait, ils me voyaient, donc ils me connaissaient. Ils ne pouvaient pas à l'époque dire la même chose de tous les collaborateurs chez Mazars. C'est comme ça que je me suis dit que anticiper et du coup connaître ses collaborateurs, il faut déjà être outillé. Après, comment ça m'a accompagné dans mon développement? Ça, c'est une autre question parce que c'est pas forcément, pour le coup, c'est vrai, par des outils. Mais bon, il y a 12 ans, il n'y avait pas tous ces fameux outils. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ce qui m'a accompagné, moi, en tout cas, dans mon développement à moi, et ça on sort peut-être du sujet, c'est un peu ce qu'on fait là. C'est qu'en fait, très rapidement, je me suis beaucoup ouvert aux écosystèmes. Moi, je vous encourage, c'est sûr. J'ai prêché par ma paroisse, mais moi, je suis très active au LabRH et c'est vraiment l'écosystème dans mon développement qui, sur toutes les étapes de ma carrière, m'a beaucoup apporté parce qu'en fait, je trouve ça extrêmement riche, l'écosystème. C'est-à-dire c'est bien d'échanger avec ses pairs, mais moi, j'ai tout autant appris avec des non-RH, des entrepreneurs en tech RH, des professeurs, des chercheurs, des experts RH, mais c'est-à-dire des consultants peut-être. Voilà, donc c'est ce que je retrouve au LabRH, c'est vraiment cette richesse de points de vue qui permet. Et encore une fois, vraiment, mais je le pense vraiment, il y a beaucoup de choses où je suis arrivée aujourd'hui en connaissant sur des aspects RH, en ayant discuté avec des fondateurs de start-up RH, avec qui on partage la même vision, on a envie de craquer le même problème, sauf qu'ils ont eu beaucoup de temps de se pencher sur le problème. Ils ont benchmarké énormément de choses à l'étranger, en France. Donc, en fait, il y a beaucoup de savoir. Alors, pas sur toute l'échelle RH, mais voilà, je donne un exemple. Quand j'échange avec Mathieu Penet, le fondateur de Yago, on parle beaucoup d'expérience candidat, l'attente des candidats, c'est quoi les attentes d'un candidat. C'est très enrichissant. Et de fait, on travaille ensemble, mais on a travaillé ensemble parce qu'au préalable, on avait échangé ensemble beaucoup. Je pense, en tout cas, moi, je ne sais pas si je lui ai apporté, mais moi, ça m'apportait dans mon raisonnement. Et je me suis dit, c'est un peu ça, c'est vers ça que j'ai envie d'aller, donc j'ai envie de travailler plus. Donc voilà, je vous encourage du coup à vous ouvrir à cet écosystème. Et c'est un peu comme ça que moi, c'est plutôt à l'extérieur, je suis me former par des rencontres plus que des formations. Je ne sais pas du tout, Alexis, si ça répond à votre question. J'espère, parce que c'était peut-être pas ça, donc n'hésitez pas. Voilà, a priori si. Et Alain, vous aviez la question. Le nom de l'outil qui analyse l'utilisation de Outlook, c'est Mailloop. M-A-I-L-2-O-P. Voilà. Alors Mailloop, il n'y a pas beaucoup de startups aujourd'hui qui travaillent sur le stress numérique. Donc voilà, c'est vrai que il fait beaucoup de choses, c'est présent sur les LinkedIn, vous pourrez retrouver un certain nombre de choses. Il travaille aussi avec d'autres organisations, parfois bien plus grosses que Mazars. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie démarche, je trouve, sociale derrière, puisqu'avec toutes les données qu'il récolte dans les entreprises, et notamment nous, on a donné accès à nos données, il a aussi lancé le baromètre des usages numériques sur l'égalité homme-femme. Parce qu'en fait, on se rend compte que derrière les usages numériques, malheureusement, il y a des comportements inconscients qui créent plus de mal-être chez notamment les femmes que les hommes. Et donc, c'est intéressant d'étudier pourquoi. Voilà, donc c'est Mailloop. Mais il y a plein d'autres startups qui travaillent sur les risques, la prévention des risques psychosociaux et la QVT. Mais sur le stress numérique, c'est plus une niche, il y en a moins. Donc, je vous encourage à regarder ce qu'il fait. Voilà, j'ai l'impression d'avoir terminé. Alors, on est pile dans le timing, donc on va s'arrêter là. S'il y a une dernière question, je la prends tout de suite. Sinon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir, en tout cas, de peut-être mieux, il y a des questions, pardon. Pardon, excusez-moi. Avez-vous un exemple concret où la tech a permis de confirmer une intuition?
Alors oui, enfin c'est sur les données plutôt. C'est sur les données. Par exemple, c'est toutes les enquêtes de satisfaction. Souvent, on a une intuition sur le programme. Par exemple, le télétravail. Tiens, les collaborateurs, ils vont vouloir tant de jours. Eh bien, moi, je le sentais comme ça en me disant, je ne les vois pas vouloir télétravailler plus de 2 jours. Franchement, mais en fait, c'était ma propre. Hein. Bon, voilà, je fais les sondages. C'est un truc très simple, mais voilà, j'avais une intuition. Non, j'ai 3000 répondants sur 4000 collaborateurs qui me disent ça. Donc là, c'est extrêmement factuel. Mon intuition, elle est bien levée. Et ça m'aide parce que ça me conforte dans les choix que je voulais prendre. Donc voilà, c'est simple. Après, par exemple, c'est bête, hein, mais les outils d'IGI, même le fait de se dire est-ce qu'un outil est bien utilisé ou pas, peut nous permettre de lever une intuition sur une pratique qui est déjà mise en place ou pas. Le feedback permanent, ça fait des années qu'on forme, tout le monde est formé, tout le monde dit qu'il sait super bien en faire et quand je leur emmène une louche, ils me disent c'est bon, on connaît la chanson. Bon, statistiquement, je peux voir le nombre de feedbacks permanents fait dans l'outil selon les équipes et je peux leur dire que non, la pratique, on en est au niveau vraiment zéro. Donc voilà, ça c'est des exemples où parfois ça nous aide. Quel outil feedback 360 avez-vous choisi et pourquoi? Moi, j'ai choisi IGI, mais pour une raison très personnelle, c'est que je pouvais faire à la fois du feedback permanent et ce qu'on appelle nous, on appelle ça les skills maps, c'est qu'une fois par an, sur des compétences clés, on peut aller demander des feedbacks. Donc, on ne fait pas de l'évaluation, mais voilà, on fait des profils de compétences aussi par cet outil. Donc, tout dépend des usages qu'on veut en faire. Encore une fois, il y a plein de solutions extrêmement pertinentes en 360. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Après, tout dépend des usages qu'on veut en faire et des spécificités de son organisation. Voilà. Comment accompagner, ce sera la dernière. Vos managers pour bien apprendre une gestion RH objectivée avec des outils tech, mais en gardant la décision et une gestion humaine. Alors, je pense que ça doit être dans les... Alors, je ne sais pas si c'est les managers RH ou pas. Les opérationnels, quelque chose qui marche très bien, c'est qu'en fait, lorsque j'implémente un outil RH, je fais un binôme, un opérationnel et un RH pour le change management, en fait. Déjà parce que ça aide aux opérationnels, donc c'est souvent un manager, qui est embarqué en lead sur le projet. Déjà parce qu'ils adorent découvrir comment fonctionne une startup, c'est souvent des projets sympas, donc ils développent des compétences. Mais surtout en change management, embarquer des opérationnels dans le choix de la solution et la mise en œuvre, le déploiement, ça aide beaucoup après objectiver. Et par exemple, un exemple concret, quand j'ai choisi une solution pour le 360, en fait, j'ai fait un jury avec des opérationnels et des managers. Parce que je voulais qu'ils soient partie prenante de la solution choisie. Et après, du coup, c'est beaucoup plus facile à convaincre parce que même eux vont exprimer peut-être des attentes et des besoins derrière le choix de la solution. Voilà, un petit tips. Et malheureusement, là, pour le coup, je vais devoir arrêter là parce qu'on a atteint le temps maximal. Donc, voilà, je vous remercie encore à toutes et à tous. J'espère que ce webinaire vous aura beaucoup plu. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore à toutes et à tous. Au revoir.